alors que j'étais en plein travail, pleurant d'une douleur insupportable, mon mari a refusé de m'emmener à l'hôpital, en disant « Arrête de faire ton intéressante, des femmes accouchent tous les jours ». 2 jours après avoir finalement donné naissance à ma petite fille, seule à la maison, ma belle-mère cruelle a exigé que je transfère immédiatement mon café familial, d'une valeur de 450,000 $, au nom de mon mari. Quand j'ai refusé, en disant « C'est l'héritage de ma famille », elle a arraché mon nouveau-né de mes bras, alors que j'étais encore faible et que je saignais. J'ai supplié « S'il vous plaît, rendez-la-moi ». Mon mari a saisi une tarière dans la cour et m'a frappé à la tête avec. Je me suis effondré sur le sol, saignant abondamment de la tête. Mais quand mes yeux ont croisé le visage de mon bébé impuissant, dans les bras de ma belle-mère alors qu'elle pleurait, mon âme a tremblé. Les contractions ont commencé vers 3 heures du matin. C'étaient des vagues aiguës, incessantes, qui me faisaient agripper le bord de la commode de notre chambre jusqu'à ce que mes articulations blanchissent. J'essayais de respirer à travers elles comme le disait le livre, comptant lentement, me concentrant sur n'importe quoi d'autre que la pression écrasante qui s'accumulait dans ma colonne vertébrale. « Jason », ai-je réussi à dire entre 2 halètements. « Jason, réveille-toi. » Quelque chose ne va pas, mon mari s'est retourné, ouvrant à peine les yeux. « Quelle heure est-il ? » Le bébé arrive. Nous devons aller à l'hôpital maintenant. Il a gémi et a remonté la couverture plus haut. Ton terme n'est pas avant une semaine. Tu as probablement juste des contractions de Braxton Hicks, ou peu importe comment ça s'appelle. Une autre contraction m'a frappé, plus forte cette fois, et je me suis plié en 2. Un son s'est échappé de ma gorge, un son que je ne reconnaissais pas comme étant le mien. Ce n'est pas un exercice. S'il te plaît, nous devons partir. Jason s'est assis, l'irritation plissant son visage. Claire, il est 3 heures du matin. Je travaille demain. Est-ce que ça ne peut pas attendre une heure raisonnable ? Attendre ? Je l'ai regardé fixement, la sueur mouillant déjà mes cheveux. Comment suis-je censé faire attendre l'accouchement ? Arrête de faire ton intéressante. Des femmes accouchent tous les jours. Ma mère a eu 3 enfants et elle disait, ce n'est pas si grave si tu restes calme. Il s'est détourné de moi, se réinstallant dans son oreiller. Essaie de dormir un peu. On verra comment tu te sens demain matin. Je suis resté là, dans l'obscurité, sentant une autre contraction monter, et j'ai réalisé avec une clarté absolue que j'étais complètement seul. L'homme que j'avais épousé 2 ans plus tôt, l'homme qui avait promis de m'aimer et de me chérir, choisissait son sommeil plutôt que ma sécurité, plutôt que la sécurité de notre fille. Les heures qui ont suivi se sont fondues en un cauchemar flou. Je me déplaçais entre la salle de bain et la chambre, essayant différentes positions, faisant couler de l'eau chaude, faisant n'importe quoi pour soulager l'agonie. Jason, lui, dormait profondément à travers tout cela. Quand le matin est arrivé et qu'il s'est préparé pour le travail, j'étais à 4 pattes à côté du lit. « Tu en es encore là ?» a-t-il demandé, ajustant sa cravate dans le miroir. « Jason, s'il te plaît. Je sens que quelque chose ne va vraiment pas. » Les contractions sont espacées de moins de 3 minutes. Alors appelle ma mère. Elle a de l'expérience avec ce genre de choses. Il a attrapé ses clés. Je ne peux pas rater cette présentation. On parlera de l'hôpital ce soir si tu penses toujours que tu dois y aller. La porte s'est refermée derrière lui avec un clic. J'ai appelé sa mère parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Mes propres parents étaient décédés dans un accident de voiture 5 ans plus tôt. Le café de mon père, celui qu'il avait bâti à partir de rien, était tout ce qu'il me restait d'eux. Ça, et quelques parents éloignés qui vivaient à l'autre bout du pays. Lorraine est arrivée dans l'heure. Ma belle-mère a balayé la maison de son air autoritaire habituel, observant mon état débraillé avec une désapprobation à peine dissimulée. « Laisse-moi te voir », a-t-elle ordonné, sans demander. Après un bref examen qui m'a fait crier, elle a hoché la tête. « Tu progresses, mais il y a encore du temps. Les premiers bébés prennent une éternité. Le mien, c'était certainement le cas. Ne devrions-nous pas aller à l'hôpital quand même ? Juste par sécurité. Les hôpitaux sont pour les urgences. Ceci est naturel. Les femmes font ça chez elles depuis des milliers d'années. Elle m'a tapoté l'épaule avec toute la chaleur de quelqu'un tapotant un meuble. D'ailleurs, sais-tu combien coûte une visite inutile à l'hôpital ? Jason a mentionné que vous essayiez d'économiser de l'argent. Je voulais argumenter, mais une autre contraction m'a coupé le souffle.
Lorraine m'a guidé vers le lit, me disant de me reposer entre les contractions. Me reposer. Comme si le repos était possible quand mon corps se déchirait de l'intérieur. La journée s'est traînée avec une lenteur atroce. Lorraine est restée, mais sa présence n'offrait aucun réconfort. Elle a passé la plupart du temps sur son téléphone ou à faire des commentaires sur la façon dont je devais respirer correctement, détendre mes épaules et arrêter de me crisper autant comme si j'avais le moindre contrôle sur ce que faisait mon corps. Le soir venu, je suppliais de nouveau pour l'hôpital. S'il vous plaît, Lorraine, quelque chose ne va pas. La douleur n'est pas censée être comme ça. Tu es juste faible. Ma génération ne se plaignait pas autant. Elle a regardé sa montre. Jason devrait être bientôt rentré. Peut-être que le voir te calmera. Mais Jason est rentré avec des plats à emporter et semblait agacé que le dîner ne soit pas prêt. Maman, peux-tu t'assurer qu'elle mange quelque chose? Elle doit garder des forces. Je ne pouvais pas manger. Je pouvais à peine penser. Les contractions étaient presque constantes maintenant, et une pression, différente de tout ce que j'avais jamais connu, s'accumulait. J'ai perdu les os vers minuit, trempant les draps, et pourtant, ils insistaient toujours sur le fait que je n'avais pas besoin d'aide médicale. C'est bon signe, a dit Lorraine. Les choses vont aller plus vite maintenant. Elles sont allées plus vite, en effet, mais pas d'une manière qui semblait bonne ou juste. J'ai complètement perdu la notion du temps. Tout est devenu douleur, pression, et la certitude, ancrée au plus profond de mes os, que mon corps était en train de lâcher. Lorraine me vérifiait périodiquement avec des mains rudes et inexpérimentées. Jason rôdait dans l'embrasure de la porte, mal à l'aise et inutile. Je peux voir la tête, a annoncé Lorraine à un moment donné. Tu dois pousser. J'ai poussé. J'ai poussé jusqu'à ce que des vaisseaux sanguins éclatent dans mes yeux, jusqu'à ce que ma voix devienne rauque à force de crier, jusqu'à ce que je pense mourir là, dans mon propre lit. Et finalement, enfin, ma fille a glissé dans ce monde. Lorraine l'a attrapée, et le son de ce premier cri a été la plus belle chose que j'ai jamais entendue. Ils l'ont placée sur ma poitrine, cette minuscule créature parfaite avec des cheveux foncés et le nez de mon père. J'ai pleuré de soulagement, d'épuisement et d'un amour débordant. Ma petite fille, ma Nathalie, ai-je chuchoté. Elle est en bonne santé, a dit Lorraine en l'enveloppant dans une serviette. Tu vois? Pas besoin d'hôpital. Tu t'es économisé des milliers de dollars. J'étais trop faible pour répondre. Le saignement semblait plus abondant qu'il ne le devrait, mais Lorraine m'a assuré que c'était normal. Elle m'a aidé à expulser le placenta, m'a nettoyé avec une efficacité brutale, et m'a laissé dans une paire de couches pour adultes avec une pile de serviettes sous moi. Repose-toi un peu. Tu t'en es bien sorti. Elle a tendu Nathalie à Jason. Je reviendrai demain pour voir comment ça va. Les 2 jours suivants ont existé dans un brouillard de douleur et d'épuisement. Je pouvais à peine me tenir debout sans avoir des vertiges. Le saignement continuait, assez abondant pour tremper les serviettes, mais Jason insistait sur le fait que c'était normal. Il avait vérifié en ligne, disait-il. Les saignements postpartum duraient des semaines. J'étais trop faible pour argumenter, trop faible pour faire grand-chose d'autre que nourrir Nathalie quand elle pleurait et regarder son petit visage parfait. Elle valait tout cela. Chaque moment de douleur, chaque seconde de peur. La regarder donnait à nouveau un sens au monde. J'avais 25 ans, et ma vie était devenue méconnaissable par rapport à ce que j'avais imaginé. Le 2e jour après sa naissance, Lorraine est revenue. J'étais dans le salon, à peine assise droite sur le canapé, Nathalie dormant contre ma poitrine. Le saignement avait ralenti mais ne s'était pas arrêté. Ma tête martelait à chaque battement de cœur. Nous devons parler, a annoncé Lorraine, s'installant dans le fauteuil en face de moi. Jason est apparu depuis la cuisine, et j'ai réalisé qu'ils avaient planifié cela. Peu importe ce qui arrivait, ils l'avaient coordonné. Claire, tu sais à quel point nous tenons à toi et à notre petite fille, a commencé Lorraine, sa voix prenant une fausse douceur qui m'a donné la chair de poule. C'est pourquoi nous voulons nous assurer que l'avenir de Nathalie est assuré. De quoi parlez-vous? Jason s'est raclé la gorge. Le café, Claire. Nous pensons qu'il est temps de transférer la propriété à mon nom. Le café, l'héritage de mon père, la petite entreprise florissante qu'il avait bâtie sur 20 ans, perfectionnant ses recettes, cultivant une clientèle fidèle devenue comme une famille. Il me l'avait laissé dans son testament, ainsi que le bâtiment lui-même.
La propriété entière valait environ 4 cents 50,000 $. Ce café est mon héritage. C'est tout ce qu'il me reste de mes parents. Exactement. Lorraine s'est penchée en avant. Et c'est pourquoi nous devons le protéger. Tu es une nouvelle mère maintenant. Tu n'auras pas le temps de gérer une entreprise. Jason peut le gérer correctement, et les revenus soutiendront notre famille. J'ai un gérant. Le café fonctionne très bien sans mon implication quotidienne. J'ai serré Nathalie plus fort contre moi. Et même si je voulais le transférer, ce qui n'est pas le cas, ce n'est pas le moment de discuter de ça. Quand serait-ce le moment? La voix de Jason s'est durcie. Tu repousses ça depuis des mois. Nous sommes mariés. Ce qui est à toi est à moi de toute façon. Ça rend juste la chose officielle. Non. Le mot est sorti plus fort que je ne le sentais. C'est l'héritage de ma famille. Mon père a passé toute sa vie à construire cette entreprise. Je ne vais pas simplement la céder. Le visage de Lorraine s'est transformé. La fausse douceur a disparu, remplacée par un calcul froid. Ne sois pas stupide, Claire. Tu n'es pas en position de refuser. Je peux refuser ce que je veux. Ce café est légalement le mien. Et ce bébé est légalement le nôtre. Lorraine s'est levée. Le nom de Jason est sur le certificat de naissance. Tu es faible, tu saignes encore, tu es à peine capable de te tenir debout. À qui penses-tu qu'un tribunal donnerait la garde si nous insistions? Mes bras se sont resserrés autour de Nathalie instinctivement. Vous n'oseriez pas, Lorraine a marché vers moi, les mains tendues. Maintenant, donne-moi ma petite fille. Elle a besoin d'être tenue par quelqu'un qui n'est pas égoïste. Je ne suis pas égoïste. Je protège ce que mon père a construit. Tu es déraisonnable. Jason s'est déplacé derrière sa mère. Signe juste les papiers, Claire. Nous les avons déjà fait rédiger. Une fois que le café sera à mon nom, tu pourras tenir le bébé à nouveau. La terreur m'a envahi. Vous n'êtes pas sérieux. Lorraine s'est penchée et a arraché Nathalie de mes bras avant que je puisse réagir. Le cri de ma fille a percé l'air alors que je me projetais en avant, mais mon corps affaibli m'a trahi. Je me suis à peine levé du canapé avant que mes jambes ne flanchent. Rendez-la-moi. Ai-je crié, rampant vers Lorraine. S'il vous plaît, rendez-la-moi. Signe les papiers. Jason a sorti un document plié de sa poche, le jetant sur la table basse. Signe-les tout de suite, et tu la récupères. Je ne peux pas. S'il vous plaît, vous ne comprenez pas ce que vous demandez. Nathalie hurlait maintenant, tendant ses petites mains vers moi. Ce son m'a brisé le cœur en deux. Je me suis traîné sur les genoux, tendant la main vers ma fille. Mais Lorraine a reculé. C'est ta faute, Claire. Tu choisis un bâtiment plutôt que ton propre enfant. Je ne choisis rien du tout. C'est vous qui faites des menaces. Les larmes coulaient sur mon visage. S'il vous plaît, elle a besoin de manger. Laissez-moi au moins la nourrir. Signe les papiers. J'ai regardé de l'un à l'autre. Ces gens en qui j'avais confiance. Ces gens qui étaient censés être ma famille. Le visage de Jason était figé dans une détermination obstinée. Lorraine tenait ma fille comme une monnaie d'échange. Aucun amour ni chaleur dans son expression. Juste une avidité froide. C'est l'héritage de ma famille, ai-je chuchoté. Jason est passé devant moi pour sortir par la porte arrière. J'ai entendu ses pas traverser la petite cour. Quand il est revenu, il portait la tarière que nous avions utilisée pour installer une clôture l'été dernier. Le lourd outil en métal brillait dans la lumière de l'après-midi. Dernière chance, a-t-il dit. Je n'y croyais pas. Même en voyant l'outil dans ses mains, même en sachant comment tout s'était détérioré, une partie de moi refusait de croire que mon mari me ferait vraiment du mal. L'homme que j'avais aimé, l'homme avec qui j'avais choisi de construire une vie, il ne ferait pas ça. J'avais tort. Jason a balancé la tarière comme une batte de baseball. Le métal a percuté le côté de ma tête avec un craquement écœurant. Le monde a explosé dans une agonie blanche et brûlante. Je me suis effondré, mon corps frappant le sol durement. Le sang coulait de mon cuir chevelu, chaud et humide, imbibant le tapis sous moi. À travers le bourdonnement dans mes oreilles, j'entendais Nathalie crier. Le son était distant, étouffé, comme si j'étais sous l'eau. J'ai essayé de lever la tête, essayé de l'atteindre, mais mon corps ne répondait pas.
Le sang remplissait ma vision, teintant tout en rouge. Mes yeux ont trouvé Nathalie. Elle était toujours dans les bras de Lorraine, son petit visage chiffonné et violet à force de pleurer. Nos yeux se sont croisés à travers l'espace qui nous séparait. Mon bébé impuissant et sa mère impuissante. La terreur profonde, viscérale, de ce moment était indescriptible. J'étais en train de mourir sur le sol de mon salon, et ma fille était entre les mains de monstres. Mon âme tremblait sous le poids de mon échec. Je l'avais amenée dans ce monde, dans ce cauchemar, et maintenant je ne pouvais même plus la protéger. L'obscurité s'est glissée au bord de ma vision. La dernière chose que j'ai entendue fut la voix de Lorraine, froide et détachée. Eh bien, ça va être un problème. Puis, plus rien. Je me suis réveillé dans une chambre d'hôpital. Les lumières fluorescentes étaient trop vives, faisant palpiter ma tête pire qu'elle ne le faisait déjà. J'ai essayé de m'asseoir, mais une douleur a traversé mon crâne. Ma main est allée à ma tête, trouvant d'épais bandages. Ne bougez pas trop vite. Une infirmière est apparue à côté de moi, ses mains douces me repoussant vers le bas. Vous avez eu un grave traumatisme crânien. Vous devez rester immobile. Mon bébé. Les mots sont sortis brisés et désespérés. Où est mon bébé? La police voudra vous parler. Laissez-moi d'abord chercher le médecin. Tout est revenu en masse. Le travail, les menaces. Jason avec une tarière. Nathalie pleurant dans les bras de Lorraine. Une officière de police est entrée avec le médecin. Elle s'est présentée comme étant le détective Sarah Morrison. Jeune, peut-être au début de la trentaine, avec des yeux bienveillants qui en avaient trop vu. Madame Hartley, pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? Je lui ai tout raconté. Les mots sortaient entre les sanglots, le refus d'aller à l'hôpital pendant le travail, les menaces concernant le café, le moment où mon mari m'a frappé avec un outil en métal pendant que sa mère tenait ma fille nouveau-née en otage. L'expression du détective Morrison s'assombrissait à chaque phrase. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse un long moment. Votre voisine a appelé le 911. Elle a entendu des cris et a vu votre mari charger quelque chose dans son camion. Quand les officiers sont arrivés, vous étiez inconsciente et vous saigniez. Votre mari et votre belle-mère étaient partis. Elle a fait une pause. Votre fille aussi. Le monde a basculé. Que voulez-vous dire par parti? Ils l'ont emmené. Nous avons émis une alerte enlèvement. Savez-vous où il pourrait aller? J'ai secoué la tête, puis je l'ai regretté alors que la douleur éclatait. Lorraine a une sœur en Arizona, et le père de Jason vit dans l'Ohio. Je ne sais pas où ailleurs. Nous les trouverons. La main du détective Morrison a touché la mienne brièvement. En attendant, vous devez vous concentrer sur votre rétablissement. Le médecin dit que vous avez de la chance d'être en vie. Le coup a fracturé votre crâne. Vous avez également perdu une quantité dangereuse de sang à cause de l'hémorragie postpartum. Vous avez besoin d'une intervention chirurgicale pour réparer certains dommages internes. Chanceuse. Je ne me sentais pas chanceuse. J'avais l'impression que mon monde avait pris fin. Ils m'ont opéré le lendemain matin. L'opération a duré des heures, réparant les dommages de l'accouchement qui auraient dû être traités des jours plus tôt. La fracture du crâne a nécessité une attention minutieuse, et des plaques de métal pour stabiliser l'os. J'ai passé une semaine à l'hôpital, dérivant entre conscience et inconscience, mon corps se tricotant lentement à nouveau ensemble. Quand j'ai été enfin assez lucide pour une conversation complète, le détective Morrison m'attendait. Nous les avons trouvés, a-t-elle dit, et j'ai commencé à pleurer avant qu'elle ne puisse continuer. Votre fille est en sécurité. Elle est avec les services de protection de l'enfance en ce moment. Jason et Lorraine ont été arrêtés en essayant de passer au Mexique. Puis-je la voir bientôt? Il y a des procédures à suivre, mais oui, vous allez récupérer votre fille. Elle a sorti un appareil d'enregistrement. J'ai besoin d'obtenir une déclaration officielle de votre part. Tout ce qui s'est passé depuis le début. J'ai raconté l'histoire à nouveau. Cette fois, le détective Morrison a posé des questions détaillées. Elle a pris des photos de mes blessures et a tout documenté. Elle m'a dit que Jason et Lorraine étaient inculpés d'enlèvement, d'agression avec une arme mortelle, de mise en danger d'enfants, et d'une liste d'autres crimes dont je ne pouvais pas garder le fil. Il y a autre chose, a dit le détective. Nous avons trouvé des documents dans leur voiture, des papiers de transfert pour votre café avec votre signature falsifiée dessus. Ils les avaient déjà déposés auprès du comté.
Nous avons signalé le transfert comme frauduleux, mais vous aurez besoin d'un avocat pour régler ça. Un avocat? J'avais besoin d'un avocat. J'avais besoin de récupérer ma fille. J'avais besoin de me remettre de blessures qui n'auraient jamais dû arriver. Le poids de tout cela menaçait de m'écraser. Ma tante Paula a pris l'avion depuis la Californie. La sœur de ma mère, que je connaissais à peine parce que la géographie nous avait séparés. Elle est entrée dans ma chambre d'hôpital et a éclaté en sanglots. J'aurais dû rester en contact, a-t-elle dit en serrant ma main. Après la mort de tes parents, j'aurais dû prendre de tes nouvelles plus souvent. Je savais que cet homme n'était pas bon quand tu l'as amené aux funérailles. Tu ne pouvais pas savoir. J'en savais assez. La façon dont il regardait le café, posant des questions sur sa valeur. Elle a essuyé ses yeux. Je suis là maintenant. Tout ce dont tu as besoin. Ce dont j'avais besoin était impossible. J'avais besoin que mes parents reviennent. J'avais besoin de n'avoir jamais rencontré Jason. J'avais besoin de ne pas être allongé dans un lit d'hôpital avec un crâne fracturé pendant que ma fille nourrisson était avec des étrangers. Mais la présence de Paula a aidé. Elle a contacté un avocat de la famille nommé Richard Chen, qui est venu à l'hôpital cet après-midi-là. Il avait peut-être 50 ans, avec des cheveux grisonnants et le calme de quelqu'un qui avait vu toutes sortes de crises familiales. Commençons par le commencement, a-t-il dit après que j'ai tout expliqué. Nous allons déposer une demande de garde d'urgence. Compte tenu des circonstances, vous obtiendrez la garde complète, et ils obtiendront au mieux un droit de visite surveillé. Plus probablement aucun. Deuxièmement, nous demandons le divorce immédiatement. Troisièmement, nous allons traiter la fraude immobilière. Ce café ne va nulle part ailleurs qu'à nouveau à votre nom. Combien de temps tout cela va-t-il prendre? L'ordonnance de garde devrait arriver dans quelques jours. Ils ne peuvent pas retenir votre fille loin de vous étant donné ce qui s'est passé. Le reste prendra plus de temps, mais nous y arriverons. Il avait raison pour la garde. Une semaine après mon réveil à l'hôpital, après avoir récupéré suffisamment pour sortir, une travailleuse sociale m'a amené Nathalie. Au moment où ils l'ont placée dans mes bras, j'ai commencé à sangloter. Elle était parfaite, en bonne santé, complètement inconsciente du cauchemar entourant sa naissance. Elle a été nourrie et soignée, m'a assuré la travailleuse sociale. Oh les materniser, puisque vous n'étiez pas disponible. Votre tante peut vous aider à revenir à l'allaitement si vous le souhaitez. Je le voulais. Je voulais que tout dans sa vie soit normal, sûr et bon. Tout ce que je n'avais pas pu lui offrir durant ces premiers jours terribles. Paula a emménagé avec moi après ma sortie. La maison semblait contaminée, pleine de souvenirs de violence, mais la vendre devrait attendre. D'abord, je devais guérir. Les blessures physiques se refermaient lentement. Les blessures émotionnelles semblaient sans fond. Le procès de Jason et Lorraine était prévu pour 6 mois plus tard. Richard Chen m'a préparé à ce qui m'attendait. Le procureur avait un dossier solide. De multiples chefs d'accusation, des preuves claires, mon témoignage, les voisins qui avaient appelé le 911, les dossiers hospitaliers montrant l'étendue de mes blessures et le retard dangereux dans l'obtention des soins médicaux. Ils essaieront probablement de négocier une peine, a dit Richard. Le procureur pourrait proposer des charges réduites en échange d'un plaidoyer de culpabilité, mais étant donné la gravité, il risque de lourdes peines de prison dans tous les cas. Et pour Nathalie? Pourront-ils jamais obtenir la garde? Aucune chance. Même s'ils purgent leur peine et sortent, le tribunal de la famille prendra en compte ce qu'ils ont fait. Kidnapper leur propre petite fille, vous agresser, falsifier des documents. Les droits parentaux seront résiliés. Cela aurait dû me faire sentir mieux. Ce ne fut pas le cas. Rien ne pouvait effacer ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils avaient essayé de faire. Le café qu'ils avaient tant désiré est resté dans un flou juridique pendant que l'affaire de fraude suivait son cours. Mon gérant continuait à le faire tourner, mais je ne pouvais pas me résoudre à m'y rendre. L'endroit que mon père avait aimé, qui contenait tant de souvenirs heureux, était maintenant souillé par l'avidité. Les audiences préliminaires ont été brutales. J'ai dû témoigner sur le travail, le refus d'obtenir une aide médicale, les menaces. L'avocat de Jason a essayé de faire passer cela pour un malentendu, comme si j'avais réagi de manière excessive. N'est-il pas vrai que vous étiez émotive et épuisée après avoir accouché, a demandé l'avocat lors du contre-interrogatoire. Je souffrais aussi d'une fracture du crâne et d'une hémorragie postpartum non traitée. Mais vous ne pouvez pas nier que les nouvelles mères sont souvent irrationnelles, n'est-ce pas?
Richard a objecté immédiatement. Le juge l'a soutenu, mais l'implication flottait dans l'air. Ils allaient essayer de me peindre comme hystérique, peu fiable, une femme qui avait exagéré les choses. Le témoignage de la voisine a détruit ce récit. Madame Patterson avait 73 ans, retraitée, grand-mère elle-même. Elle a témoigné avoir entendu mes cris, vu Jason porter la tarière ensanglantée vers son camion, vu Lorraine se dépêcher de sortir avec un paquet qui devait être le bébé. Je savais que quelque chose de terrible s'était produit, a déclaré Madame Patterson. Personne ne fait des bruits comme ça à moins d'être en train de mourir. Les preuves médicales la soutenaient. La fracture du crâne, la perte de sang massive, l'infection due aux soins postpartum retardés. Des témoins experts ont certifié que j'aurais pu mourir, que ma fille aurait pu mourir, que toute la situation relevait au mieux de la négligence médicale et au pire d'une volonté délibérée de nuire. Jason et Lorraine se sont vus proposer un accord. Jason plaiderait coupable d'agression aggravée et de mise en danger d'enfants. Lorraine plaiderait coupable d'enlèvement et de complot. En échange, certaines des charges mineures seraient abandonnées. Ils ont accepté. Je suppose que même eux pouvaient voir qu'il n'y avait aucun moyen de gagner au procès. Jason a pris 15 ans. Lorraine en a pris 12. Les mots du juge lors de la condamnation ont résonné dans mon esprit pendant des semaines après, vous avez ciblé une femme vulnérable à son moment le plus impuissant. Vous lui avez refusé des soins médicaux, menacé son enfant et commis un acte de violence choquant. Ce tribunal juge vos actions répréhensibles et méritant une punition significative. Cela aurait dû ressembler à la justice. Peut-être que c'était la justice, mais cela semblait vide. Aucune peine de prison ne me rendrait ces premiers jours avec ma fille. Aucune condamnation n'effacerait le traumatisme d'avoir accouché seul, d'avoir été abattu dans ma propre maison, de voir mon bébé m'être enlevé. La situation du café s'est résolue plus rapidement. Les documents frauduleux ont été rejetés. La propriété est restée à mon nom. Richard a suggéré que je pourrais vouloir le vendre étant donné tout ce qui y était associé maintenant, mais je ne pouvais pas, mon père a construit cet endroit de ses propres mains, lui ai-je dit. Il a passé 20 ans à en faire ce qu'il est aujourd'hui. Il l'a ouvert quand j'avais 5 ans. J'ai grandi dans ce café. Je ne peux pas les laisser gagner en m'obligeant à l'abandonner. Alors, je l'ai gardé. Paula m'a aidé à engager un nouveau gérant, quelqu'un sans aucun lien avec Jason ou sa famille. Lentement, prudemment, j'ai recommencé à m'y rendre. Les clients réguliers m'ont accueilli de retour avec une gentillesse douce. Ils avaient lu l'affaire dans les journaux. Tout le monde savait ce qui s'était passé. Votre père serait fier de vous, m'a dit le vieux monsieur Williams un matin, Nathalie dormant dans un porte-bébé sur ma poitrine. Tout le monde n'a pas la force de riposter comme vous l'avez fait. Je n'étais pas sûr pour la force. De la survie, peut-être. De l'entêtement, le refus de les laisser détruire tout ce pour quoi mes parents avaient travaillé. Nathalie a grandi. Premier sourire, premier rire, première tentative de ramper. Chaque étape qu'elle franchissait ressemblait à une victoire contre les ténèbres qui avaient entouré sa naissance. Paula est restée 6 mois avant de retourner en Californie, mais nous parlions chaque semaine. Elle était devenue la famille dont j'avais besoin, le soutien qui avait manqué. Le divorce a été finalisé. J'ai obtenu la garde complète, la maison, tout. Jason n'avait aucun droit sur rien. Pas après ce qu'il avait fait. Le tribunal lui a ordonné de payer une pension alimentaire une fois sorti de prison, mais je n'avais aucune intention de l'accepter un jour. Ma fille et moi n'avions besoin de rien venant de lui. La physiothérapie a aidé mes blessures à la tête à guérir. La fracture s'est ressoudée, les cicatrices se sont estompées, cachées par les cheveux. Mais j'avais toujours des maux de tête. J'avais toujours des moments où le monde basculait de travers. Des dommages permanents, ont dit les médecins. Je devrais gérer ça pour le reste de ma vie. Un petit prix à payer comparé à ce que j'avais failli perdre. Le premier anniversaire de Nathalie est venu et passé. Nous l'avons célébré au café, entouré de gens qui avaient connu mes parents, qui m'avaient soutenu durant la pire année de ma vie. Ma fille s'est écrasée du gâteau sur le visage et a ri, complètement innocente de tout ce qui s'était passé. Je lui ai fait une promesse ce jour-là. Elle grandirait en connaissant l'héritage de son grand-père. Elle apprendrait l'histoire du café, de la famille qui avait construit quelque chose de significatif, et elle saurait que sa mère s'était battue pour le protéger, avait refusé de laisser la peur, la violence ou l'avidité l'emporter. Le café a prospéré sous la nouvelle direction. Nous avons élargi le menu,
ajouter des services de traiteur et développer l'entreprise encore plus. C'est devenu mon objectif, mon but au-delà de l'éducation de Nathalie. Chaque succès ressemblait à un hommage à la mémoire de mon père et à la preuve que Jason et Lorraine avaient échoué. Ils avaient tellement voulu le café qu'ils avaient été prêts à commettre des crimes horribles pour l'obtenir, et ils avaient fini avec rien. Moins que rien, ils avaient perdu leur liberté, leur famille, leur avenir. Je ne leur ai pas pardonné. Le pardon semblait impossible pour ce qu'ils avaient fait, mais j'ai cessé de les laisser occuper mes pensées. Ils étaient enfermés, et j'étais libre. Ma fille était en sécurité et en bonne santé. L'entreprise que mon père avait bâtie était en sécurité. Certaines nuits, je me réveillais encore à cause de cauchemars. Le bruit du métal frappant l'os. La vue de Nathalie dans les bras de Lorraine criant pour moi. La sensation du sang coulant sur mon visage alors que je m'effondrais. Le traumatisme laisse des marques qui ne se voient pas à la surface. Mais je me réveillais aussi au babillage de Nathalie depuis son berceau, prête à commencer une autre journée. J'entrais dans le café de mon père et respirais l'odeur du café frais et des pâtisseries. Je rencontrais Richard Chen de temps en temps juste pour un café, et il me disait à quel point il était fier de la façon dont j'avais reconstruit ma vie. Peu de gens auraient pu survivre à ce que vous avez traversé, a-t-il dit lors d'une de ces réunions. Je n'avais pas le choix. Nathalie avait besoin que je survive. Vous aviez des choix. Vous auriez pu abandonner. Vous auriez pu les laisser tout prendre. Vous avez choisi de vous battre. Peut-être qu'il avait raison. Avec le recul, ces jours sombres semblaient presque impossibles. La douleur, la peur, l'impuissance absolue. Mais j'avais traversé tout ça. Nous avions traversé tout ça, toutes les deux. 2 ans après ce jour terrible, Nathalie a fait ses premiers pas. Elle a marché droit dans mes bras, intrépide et confiante. Ma belle-fille, qui ne connaîtrait jamais l'horreur de sa naissance sauf comme une histoire que je pourrais lui raconter un jour, quand elle serait assez grande pour comprendre. Le café a célébré son 25e anniversaire. 25 ans depuis que mon père avait ouvert les portes pour la première fois. J'ai organisé une fête, invité tous ceux qui avaient fait partie de son histoire. Les murs affichaient de vieilles photographies, mes parents, jeunes et pleins d'espoir. Le café à ses débuts. Des photos récentes montraient Nathalie et moi derrière le comptoir, poursuivant l'héritage. Une journaliste du journal local m'a interviewé. Elle a posé des questions sur le succès du café, sur mes projets pour son avenir. Elle n'a pas posé de questions sur le procès concernant l'agression, bien que je sache qu'elle savait. Tout le monde savait. Cet endroit représente tout ce qu'il y a de bon dans ma famille, lui ai-je dit. Le dévouement de mon père, la chaleur de ma mère, et maintenant ma détermination à ce que ma fille hérite de quelque chose qui en vaut la peine, quelque chose construit sur l'amour et le travail acharné, pas sur l'avidité. L'article est paru avec une photo de Nathalie et moi devant le café. Les gens m'arrêtaient dans la rue après ça, me disant à quel point l'histoire était inspirante. Je ne savais jamais trop comment répondre. Je n'avais pas cherché à inspirer qui que ce soit. J'ai juste essayé de survivre. Jason envoyait des lettres depuis la prison. Je ne les ai jamais ouvertes. Quoi qu'il ait à dire, je n'avais pas besoin de l'entendre. Lorraine envoyait des lettres aussi, prétendant qu'elle avait juste essayé de protéger son fils. Qu'elle n'avait jamais voulu que les choses aillent aussi loin. J'ai jeté celles-là sans les ouvrir également. Le pardon viendrait peut-être un jour, mais pas maintenant. Pas tant que j'avais encore des cicatrices, tant que j'avais encore des cauchemars, tant que je me souvenais encore du son de ma fille nouveau-née pleurant pendant que je saignais sur le sol. Au lieu de cela, je me suis concentré sur l'avenir. Les inscriptions à la maternelle pour Nathalie, les plans d'expansion pour le café, mes propres séances de thérapie où je travaillais lentement sur le traumatisme, construisant une vie qui avait du sens au-delà de ce qui m'avait été fait. Le tribunal avait ordonné à Jason et Lorraine de payer des dédommagements pour mes frais médicaux, pour la thérapie, pour les frais juridiques. De l'argent apparaissait sur mon compte chaque mois, prélevé sur les salaires qu'ils gagnaient en prison. C'était des centimes comparés à ce qu'ils m'avaient coûté, mais je mettais chaque centime dans un fonds universitaire pour Nathalie. Leur avidité paierait pour l'éducation de leur petite fille. Il y avait une certaine poésie à cela. 3 ans plus tard, Nathalie a commencé à poser des questions sur son père. Où était-il? Pourquoi ne le voyait-elle pas comme les autres enfants voyaient leur papa? Ton père a fait de très mauvais choix, lui ai-je dit, en restant simple. Il ne peut pas être ici en ce moment. Mais tu m'as moi, et tante Paula, et tant de gens qui t'aiment.
Est-ce qu'il va revenir? Pas avant très longtemps. Et quand il le fera, il ne fera pas partie de nos vies. Elle a accepté cela avec la capacité d'adaptation facile d'un enfant. Son monde était plein d'amour et de sécurité. Un parent absent ne pouvait pas ébranler cette fondation. Le café est devenu une institution dans la communauté. Les journaux locaux ont écrit des articles à son sujet. Des blogueurs culinaires ont présenté les recettes de mon père. Nous avons remporté des prix pour le meilleur café, le meilleur petit déjeuner, la meilleure ambiance. Chaque distinction ressemblait à un hommage à ce que mes parents avaient construit. J'ai embauché plus de personnel, y compris une jeune mère célibataire qui avait besoin d'une chance, lui offrant de la flexibilité avec son emploi du temps, comprenant quand son enfant était malade, créant le système de soutien que j'aurais souhaité avoir. Elle s'est épanouie, devenant finalement directrice adjointe. « Vous m'avez sauvé la vie », m'a-t-elle dit une fois. « Non », ai-je dit. « Tu as sauvé ta propre vie. Je t'ai juste donné une opportunité. » Mais je comprenais ce qu'elle voulait dire. Quelqu'un qui croit en vous, qui vous donne une chance quand vous êtes au plus bas, cela pouvait tout changer. Nathalie a eu 4 ans. Elle était brillante, curieuse, pleine de questions sur tout. Elle adorait aider au café, jouant à prendre les commandes et à servir la nourriture. Mon cœur se serrait en la regardant, imaginant mon père voyant sa petite fille perpétuer son héritage. Il l'aurait tellement aimée. Ma mère aussi. Il n'avait jamais pu la rencontrer, n'avait jamais su qu'elle existait. Mais je sentais parfois leur présence en marchant dans le café. Leur amour avait construit cet endroit, et cet amour continuait à travers moi jusqu'à Nathalie. 6 ans après ce jour terrible, la valeur du café avait considérablement augmenté. L'immobilier dans la région avait pris de la valeur, et l'entreprise elle-même était plus rentable que jamais. Richard a mentionné lors d'une de nos réunions café que si je voulais vendre, je pourrais facilement obtenir 6 cents,000 $, peut-être plus. Mais vendre semblait laisser Jason et Lorraine gagner à titre posthume. Le garder, le faire grandir, le rendre encore plus prospère, c'était ma vengeance. Ils n'ont rien. Nathalie hériterait de tout. 6 ans plus tard, Nathalie a posé des questions plus directes. Elle était assez grande maintenant pour comprendre que l'absence de son père n'était pas normale. Pourquoi papa t'a-t-il fait du mal? Je savais que cette conversation allait arriver. Le docteur Martinez et moi nous y étions préparés. Il voulait quelque chose qui ne lui appartenait pas. Quand j'ai dit non, il s'est mis très en colère. Il a fait un choix terrible qui nous a fait du mal à tous les deux. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. Oui. Et aussi parce que ce qu'il a fait signifiait qu'il devait aller en prison pour garder tout le monde en sécurité. Elle a assimilé cela calmement. Est-ce qu'il voulait me faire du mal aussi? Non, bébé. Il ne t'a jamais fait de mal. Il m'a fait du mal, et il t'a éloigné de moi pendant un petit moment. Mais tu as toujours été en sécurité. Un mensonge. Peut-être qu'elle n'avait pas été en sécurité avec des gens capables d'une telle violence. Mais elle n'avait pas besoin de ce fardeau. Je suis contente que tu m'aies récupéré. Moi aussi, mon cœur. Moi aussi. Ces conversations continueraient pendant des années. Je savais qu'elle voudrait plus de détails en grandissant. Finalement, elle chercherait probablement les articles de presse, lirait les documents du tribunal. La vérité l'attendrait quand elle serait prête. Mais pour l'instant, elle avait 6 ans, elle était en sécurité et aimée, grandissant dans le café que son grand-père avait construit. Elle apprenait à faire ses célèbres roulés à la cannelle, debout sur un tabouret à côté de moi au petit matin, son héritage vivant à travers ses petites mains. 7 ans après ce jour terrible, j'ai rencontré quelqu'un. Un client qui venait régulièrement, toujours gentil, toujours patient. Nous avons commencé à parler, construisant lentement une amitié. Quand il m'a invité à sortir, j'ai paniqué. J'ai beaucoup de bagages, l'ai-je prévenu. Tout le monde en a-t-il répondu. La question est de savoir si tu es prête à travailler dessus. Je n'étais pas sûr de l'être, mais j'ai essayé. Un dîner, puis un autre, puis le laisser rencontrer Nathalie. Surveillant attentivement le moindre signe qu'il soit comme Jason, que je me sois encore trompé. Le docteur Martinez m'a aidé à surmonter la peur. Tous les hommes ne sont pas ton ex-mari, m'a-t-elle rappelé. Tu as le droit d'être heureuse à nouveau. Le bonheur semblait dangereux. Comme si je m'autorisais à le ressentir, quelque chose viendrait pour le détruire. Mais lentement, prudemment,
j'ai laissé Tom entrer dans nos vies. Il était patient avec mes peurs, compréhensif quand je faisais des cauchemars, doux avec Nathalie. Ta fille est incroyable, m'a-t-il dit après qu'ils aient joué ensemble au parc. Tu as fait un travail incroyable en l'élevant seule. Je n'avais pas le choix. On a toujours le choix. Tu as choisi de la protéger, de construire une belle vie malgré tout. Cela demande une force remarquable. Peut-être que oui. J'avais arrêté de penser à la force et je me concentrais juste sur la survie. Mais en regardant les années écoulées depuis la naissance de Nathalie, je pouvais voir tout le chemin parcouru. De ce sol imbibé de sang jusqu'à ici, une entreprise florissante, une enfant heureuse, la possibilité d'un nouvel amour. 8 ans plus tard, Nathalie a demandé si Tom pouvait venir à son spectacle scolaire comme le font les papas des autres enfants. Tom n'était pas son père. Il ne remplacerait jamais le père qu'elle aurait dû avoir. Mais il était présent, fiable, attentionné, tout ce que Jason n'avait jamais été. Aimerais-tu qu'il vienne, ai-je demandé. Ouais, il est gentil. Il ne crie pas et ne s'énerve pas comme les papas de certains enfants. Une chose si simple, mais cela m'a brisé le cœur. Elle avait remarqué dans d'autres familles le genre de colère et de volatilité dont je l'avais protégé. Elle reconnaissait la douceur de Tom comme quelque chose de spécial. Alors oui, il peut venir. Tom a pleuré pendant son spectacle. Des larmes de fierté, a-t-il dit plus tard. Des larmes pour une petite fille qui n'était pas la sienne, mais qu'il avait appris à aimer quand même. Je l'ai regardé la regarder, et quelque chose dans ma poitrine s'est desserré. Peut-être que nous pouvions avoir ça. Peut-être que je méritais ça. L'année suivante, Tom m'a demandé en mariage le jour du 9e anniversaire de Nathalie. Pas pour détourner l'attention d'elle, mais parce qu'il disait qu'elle faisait partie de la décision. Si nous allions former une famille, nous devions tous les trois être d'accord. Qu'en penses-tu, Nathalie? Est-ce que Tom et moi devrions nous marier? Elle l'a serré fort dans ses bras. Oui. Alors il sera vraiment mon papa. Ton beau-père, ai-je corrigé doucement. Tu as un père biologique, même s'il ne fait pas partie de ta vie. Tom serait ton beau-père. C'est pas grave. J'aime mieux beau-père de toute façon. Nous nous sommes mariés tranquillement au café. Juste des amis proches, tante Paula, et Nathalie comme demoiselle d'honneur. Se tenir dans l'endroit que mon père avait construit, entouré d'amour, donnait l'impression de boucler la boucle. La violence et le traumatisme feraient toujours partie de mon histoire, mais ce n'était plus toute l'histoire. Jason est sorti de prison après avoir purgé sa peine complète. 15 ans avaient passé. Nathalie avait 15 ans, se préparant pour le lycée. Elle avait grandi en se souvenant à peine de lui, ne le connaissant que comme un avertissement. Il a essayé de la contacter. Lettres, email, appel. J'ai tout intercepté. Est-ce qu'elle veut me connaître, a-t-il demandé. Lors d'un appel, j'ai effectivement répondu. Elle sait tout ce qu'elle a besoin de savoir sur toi. Tu as renoncé au droit d'être son père quand tu as essayé de l'utiliser comme moyen de pression et que tu as agressé sa mère. J'ai changé. La prison m'a changé. Tant mieux pour toi. Cela ne te donne pas droit à son temps, à son énergie ou à son pardon. Ne peut-elle pas décider par elle-même? Pas avant ses 18 ans. Jusque-là, je la protège des gens qui ont fait du mal à sa famille. Cela t'inclut. Il a continué à essayer pendant quelques mois. Puis les tentatives se sont espacées. Finalement, elles ont cessé. Quelque part là-bas, il reconstruisait une vie sans nous. C'était très bien. Nous avions construit nos vies sans lui aussi. Lorraine a été expulsée. Je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. Quelle que soit la vie qu'elle a reconstruite dans son pays d'origine, elle n'incluait pas sa petite fille. Nathalie posait des questions sur eux de temps en temps. Penses-tu qu'ils sont désolés? Je pense qu'ils sont désolés de s'être fait prendre. S'ils sont désolés pour ce qu'ils ont fait, je ne sais pas. Peut-être que les gens peuvent changer. Leur pardonnerais-tu s'ils étaient vraiment désolés? Question difficile. Après 15 ans, je n'avais toujours pas de bonne réponse. Le pardon n'est pas quelque chose que tu dois à qui que ce soit. C'est quelque chose que tu te donnes à toi-même quand retenir la colère fait plus mal que de lâcher prise. J'ai lâché beaucoup de colère, mais leur pardonner signifierait dire que ce qu'ils ont fait était acceptable. Ça ne le sera jamais. Elle a hoché la tête lentement. Je ne pense pas vouloir les rencontrer. Même s'ils sont désolés,
ils ont essayé de te faire du mal et de m'enlever. Ce n'est pas ce que fait une famille. Non, ce n'est pas le cas. Tom, c'est ce que fait une famille. Et tante Paula, et tout le monde au café qui m'a vu grandir. Exactement. Le café approchait d'une étape importante. Mon père l'avait ouvert quand j'avais 5 ans, investissant tout ce qu'il avait pour le faire réussir. Maintenant, des années plus tard, il se dressait comme un témoignage de sa vision et de son travail acharné. Nathalie y travaillait à temps partiel, apprenant le métier depuis la base comme je l'avais fait. Elle parlait de l'université, d'étudier le commerce, de prendre éventuellement la relève. C'est mon héritage aussi, a-t-elle dit. Celui de grand-père, puis le tien, puis le mien. Exactement ce que c'était censé être. Non pas volé par des gens consumés par l'avidité, mais transmis par l'amour, le choix et le travail acharné. J'avais toujours des cicatrices. Les physiques cachées sous les cheveux. Les émotionnels enfouis plus profondément. Mais j'avais aussi une vie qui avait du sens. Une fille qui était gentille et forte. Un mari qui nous aimait toutes les deux. Une entreprise qui honorait la mémoire de ma famille. Ils ont essayé de tout me prendre. À la fin, ils ont tout perdu à la place. Ce n'était pas exactement une vengeance. C'était juste la conséquence naturelle de leur choix rencontrant mon refus de me rendre. Le café a continué. Ma fille a grandi. Tom est devenu la figure paternelle qu'elle méritait. Et j'ai appris que la survie ne consiste pas seulement à vivre à travers un traumatisme. Il s'agit de construire quelque chose de beau à partir des décombres. 22 ans après ce jour terrible, Nathalie a obtenu son diplôme universitaire avec un diplôme en gestion d'entreprise. Elle a prononcé un discours sur l'héritage familial et la détermination, sur une mère qui s'était battue pour protéger ce qui comptait et un grand-père qu'elle n'avait jamais rencontré qui avait construit quelque chose valant la peine d'être protégé. Le café a prospéré sous notre gestion conjointe. Nous avions fait des changements au fil des ans, mais gardé le cœur de ce que mon père avait créé, de la bonne nourriture, une atmosphère chaleureuse, une véritable connexion avec la communauté. J'avais 47 ans, marié à un homme bon, mère d'une fille extraordinaire, propriétaire d'une entreprise prospère qui soutenait plusieurs familles, survivante d'une violence qui aurait pu me détruire. En repensant à ce sol imbibé de sang, au moment où mon mari m'a frappé pendant que sa mère tenait ma fille nouveau-née en otage, je pouvais à peine reconnaître cette femme terrifiée. Elle était devenue quelqu'un de plus fort qu'elle n'avait jamais imaginé pouvoir l'être. Pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle le devait. Parce que sa fille avait besoin qu'elle survive, qu'elle se batte, qu'elle refuse de laisser des gens malfaisants prendre ce qu'ils voulaient par la violence et l'intimidation. Ils ont essayé de me faire choisir entre mon enfant et l'héritage de ma famille. Au lieu de cela, j'avais trouvé un moyen de protéger les deux. Le café se dressait comme la preuve que l'avidité ne gagne pas. La violence ne gagne pas. L'amour, la détermination et le refus obstiné d'abandonner, c'est ça qui gagne. Mon âme avait tremblé ce jour-là, voyant mon bébé impuissant dans les bras de ma belle-mère pendant que je saignais. Mais elle ne s'était pas brisée. Et moi non plus. C'était ça, la vraie fin. Pas la vengeance, pas la justice, mais simplement la survie, transformée en quelque chose qui en valait la peine. Une vie construite à partir des morceaux de ce qu'ils ont essayé de détruire. Un héritage qui survivrait à leurs crimes. Nathalie hériterait du café un jour. Elle le porterait vers l'avant, ajoutant sa propre touche tout en honorant ce qui l'a précédé. Le rêve de mon père vivant à travers sa petite fille, intouchée par les gens qui ont essayé de le voler. Et je continuerai à me réveiller chaque jour reconnaissante d'être encore là, de m'être battue pour ce qui comptait à la fin.